Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition historique. Décryptage de l'héritage historique, juridique et politique de la présidence de Winston Churchill. Nous reprenons notre série de chroniques consacrées à l'analyse de personnages historiques, d'institutions et d'entités juridiques fondamentales. Aujourd'hui, nous nous intéressons au parcours d'un personnage dont la ténacité face au nazisme, couplée à ses talents d'orateur et d'écrivain hors pair, ont fait de lui l'un des hommes politiques les plus connus du XXe siècle. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Vous l'avez compris, ce personnage majeur de l'histoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, c'est Winston Churchill. Sa vision de l'Angleterre et de son histoire, l'éloquence incomparable de ses discours, sa pugnacité exemplaire ont permis à Winston Churchill d'élever toute une nation à la grandeur par des sacrifices sans précédent. Churchill laisse dans l'histoire l'image d'homme dont la volonté de faire, au cours de la Seconde Guerre mondiale, fut un facteur déterminant de la victoire des Alliés contre l'Allemagne d'Hitler. Tout au long d'une carrière politique à la longévité exceptionnelle, il lutta contre le déclin de l'Empire britannique. Sir Winston Churchill est né le 30 novembre 1874 à Woodstock et est décédé le 24 janvier 1965 à Londres. Descendant d'une lignée de ducs par son père, Winston Churchill dispose également d'une ascendance américaine par sa mère, fille du propriétaire du New York Times. Peu doué pour les études, Winston Churchill intégra avec difficulté l'école militaire de Sandhurst. C'est de justesse qu'il est admis à cette école, équivalente à Saint-Cyr en France. Aussitôt nommé sous-lieutenant au 4e hussards, il part comme observateur auprès de l'armée espagnole chargée de réprimer la révolte à Cuba en 1895. Puis envoyé en Inde, il participe à la campagne contre les tribus afghanes à la frontière nord-ouest, expédition qui se soldera par l'écriture de son premier livre. Bientôt, d'autres aventures plus exaltantes l'attendent. Une mission en tant qu'officier et correspondant de guerre au Soudan. Cela constituera le sujet d'un second reportage, bien accueilli par le public. Il sera également fait prisonnier lors d'un conflit en Afrique du Sud. Winston Churchill va par la suite s'engager dans la vie politique de son pays. Il aspire à réaliser une grande carrière en l'espèce. Mais il est énormément versatile sur le plan des idées politiques et n'hésite pas à aller de parti politique en parti politique, des changements opportunistes qui lui seront souvent reprochés. Suivant les traces de son père, il est élu député conservateur en 1901, mais en désaccord avec la politique économique du gouvernement, il décide de rejoindre les bancs de l'opposition libérale en 1904. Plusieurs fois ministre libéral de 1906 à 1911, il est nommé premier lord de l'amirauté au début de la Première Guerre mondiale. Winston Churchill se consacre activement au réarmement naval, intervient avec fougue dans les événements d'Irlande, qui réclament son indépendance, et se fait beaucoup plus d'ennemis que d'amis dans les cercles politiques. Pendant toute cette période, Churchill donne l'image d'une personnalité bouillonnante, douée mais imprévisible, belliqueuse à plaisir, dominé par le besoin de jouer un rôle et de faire parler de lui. Churchill, convaincu par la stratégie de l'attaque frontale, suggère une expédition franco-anglaise aux Dardanelles en vue de forcer l'Empire ottoman à sortir de la guerre. Mal préparé, le débarquement à Gallipoli s'avère très coûteux en hommes. Loin de remplir les espoirs placés en lui, il donne lieu à de vives polémiques. Rendu responsable de l'échec des Dardanelles, qui coûte la vie à près de 200 000 soldats parmi les forces alliées, il est évincé du gouvernement. Véhément dans la dénonciation de la révolution bolchevique, où il affirma « Le bolchevisme n'est pas une doctrine politique, c'est une maladie. Ce n'est pas une création, c'est une infection. » Et inquiet de l'émergence du communisme, Winston Churchill se rallie en 1924 aux conservateurs et devient chancelier de l'échiquier,
ce qui est équivalent en France au ministre des Finances. Si les feux de la rampe ne lui ont jamais manqué, les moments de gloire ont été moins fréquents que les heures sombres. Le panache indiscutable, qui s'attache à sa vie politique, n'arrive à le faire passer pour un homme d'État responsable ni dans son propre parti, ni dans l'opinion. Ses changements d'allégeance multiples, il repasse en 1924 des libéraux aux conservateurs, ne contribuent guère à convaincre les classes moyennes. Son opposition forcenée à la révolution russe en 1917, au socialisme travailliste et à la grève générale de 1926, lui aliène la classe ouvrière. Par ailleurs, ses avertissements clairvoyants sur le danger de l'Allemagne hitlérienne n'arrivent pas à secouer l'apathie d'un peuple décidé à maintenir la paix coûte que coûte. Partisan du réarmement, Churchill reste longtemps isolé dans un pays où le Premier ministre Neville Chamberlain préconise une politique d'apaisement envers Hitler. La Seconde Guerre mondiale est le conflit majeur qui met en lumière tous les talents de Churchill. Nous avons retrouvé un document sonore exceptionnel où Winston Churchill s'exprima en français, c'est important de le souligner, le 21 octobre 1940, quelques mois après l'armistice signé entre l'Allemagne et le gouvernement du maréchal Pétain, afin d'exhorter les Français à la résistance. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Boche, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Quand des années de gens se trouvent bousculés par les attaques et assommés par les coups que le portent des coquins et de vils malfaiteurs, ils doivent prendre bien garde de ne pas se laisser aller à se dresser les uns contre les autres. Pour rappel, la Seconde Guerre mondiale a été le plus grand conflit militaire de toute l'histoire. Pendant plus de 6 ans, des soldats et des civils des 5 continents se sont affrontés dans une guerre qui a fait près de 50 millions de morts et dont le résultat s'est soldé par l'essor et le déclin des empires, le démembrement des nations entières, la création de nouvelles superpuissances, l'intervention d'armes atomiques terrifiantes et un génocide dont l'ampleur jamais atteinte jusqu'alors reste aujourd'hui inégalée. La guerre a été générale. Les soldats se sont battus sur terre, en mer et dans les airs, de l'ouest de l'Europe aux steppes russes, des déserts d'Afrique du Nord aux jungles d'Asie du Sud-Est, dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Ce fut une guerre pour la démocratie, où contre toute attente, les États-Unis, l'URSS, l'Empire britannique, la France, la Chine, ont réussi une grande alliance pour contrer les ambitions territoriales de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et du Japon impérial. Le courage et l'esprit de sacrifice ont côtoyé des moments d'une cruauté et d'une terreur indescriptibles. Cette guerre a été l'affaire de tous, et des millions de gens ordinaires ont combattu jusqu'à la mort lorsque leur nation s'est mobilisée. Quand sur le front, les soldats enrôlés dans des immenses armées mécanisées étaient soumis à des conditions éprouvantes, tous ceux qui n'étaient pas mobilisés participaient à l'effort de guerre grâce au travail dans les usines et au transport par mer du ravitaillement vital. En même temps, les campagnes massives de bombardements aériens visant les villes alliées et ennemies exposaient les civils comme aucune guerre jusqu'alors ne l'avait fait. Dans de nombreuses nations occupées, les mouvements de résistance composés de citoyens de toutes conditions sociales subissaient les conséquences de leur refus de se rendre à l'ennemi. Pendant 6 ans, le monde a sombré dans un immense chaos engendré par un conflit unique à ce jour. Les Allemands essaient toujours de provoquer des querelles et naturellement, dans le malheur, dans la guine, bien des choses arrivent qui font le jeu de l'ennemi. Il nous faut simplement faire de notre mieux.
et prendre les choses comme elles viennent. Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons l'invasion, promise souvent, et de longue date, les poissons aussi. Mais bien sûr, nous n'en sommes encore qu'au début. Aujourd'hui, en 1940, comme toujours, et malgré quelques pertes, nous avons la maîtrise des mers. En 41, nous aurons la maîtrise de l'air. N'oubliez pas ce que ça veut dire, c'est beaucoup. Air Hitler, avec ses chars d'assaut et ses autres armes mécaniques, et aussi, n'oubliez pas, grâce aux intrigues de sa 5e colonne, avec des traites et les sauts, a réussi, pour le moment, à conquérir la plupart des races les plus belles de l'Europe. Alors que la débâcle française laisse la Grande-Bretagne seule face à l'Allemagne hitlérienne, Churchill s'est très vite galvanisé l'effort de guerre britannique pendant la bataille d'Angleterre. Churchill définit les objectifs de la nation en termes intrépides. Il affirma à son peuple « Je n'ai rien à vous offrir, mis à part du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Le 18 juin, il autorise le général de Gaulle à lancer son appel à la BBC. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. En permettant cet appel à la BBC, Churchill posa ainsi les bases d'une nouvelle entente cordiale. Partout, il organisa la résistance en Grande-Bretagne contre l'offensive aérienne de l'Allemagne nazie et les menaces d'invasion, en Afrique contre les Italiens, du côté de l'Amérique en resserrant les liens économiques et diplomatiques avec le président Roosevelt, ce qui aboutit à la Charte de l'Atlantique le 14 août 1941. Son autorité est alors indiscutée, il tisse des liens avec la France libre, quand Roosevelt hésite encore à faire confiance au général de Gaulle. En même temps, il privilégie l'alliance américaine, seul moyen selon lui d'assurer la victoire. Diplomate de talent, Churchill est de toutes les rencontres qui préparent l'après-guerre. Yalta en février 1945, ou encore Potsdam en juin 1945. Après la défaite des puissances de l'Axe et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Churchill dénonce le premier, dans son discours de Fulton en 1941, le rideau de fer qui s'abat sur l'Europe. Battus aux élections de 1945, après l'épreuve de la guerre, les électeurs ont soif d'acquis sociaux. Il redevient Premier ministre en 1951, mais atteint par la maladie, quitte le pouvoir en 1955. Alors qu'il vouait un attachement passionné à l'Empire britannique, il ne peut empêcher le démantèlement de ce dernier. En conclusion, Winston Churchill, c'est d'abord un style avant d'être un destin. L'homme qui a vaincu Hitler serait-il devenu une icône mondiale sans son humour, ses extravagances et sa panoplie d'acteurs? Auteur à la plume incisive, il a laissé une œuvre écrite considérable et variée, et ses mémoires de guerre lui ont valu le prix Nobel de littérature en 1953. Voilà, cette chronique consacrée à l'analyse de la présidence de Winston Churchill est désormais terminée. C'est moi, Churchill. Oui, effectivement, c'est vous, Churchill. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit.
Décryptage, l'édition historique.